Il a été arrêté, puis remis, puis transféré. Le 17 janvier 2026, Paul-Henri Sandaogo Damiba cesse d'être un exilé, il redevient un problème. Le communiqué est sec, juridique, froid, mais derrière les mots, une ligne a été franchie. Le Togo n'a pas réagi, le Togo a tranché. Une demande officielle arrive le 12 janvier. 4 jours plus tard, la machine judiciaire est enclenchée. Audience publique, avis favorable, garantie formelle, puis la remise. Rien d'improvisé, rien d'émotionnel. Tout est encadré, verrouillé, assumé. Les accusations sont économiques, détournement, enrichissement illicite, corruption, blanchiment. Pas un mot officiellement sur la déstabilisation, pas une ligne sur les coups d'État, et pas une accusation directe de trahison, et pourtant tout le monde comprend. Quand un ancien chef d'État est extradé, ce n'est jamais pour ce qui est écrit. C'est pour ce que cela permet. Le Burkina Faso ne réclame pas seulement un homme, il réclame un précédent depuis des mois. Une tension sourde s'installe, des accusations de déstabilisation circulent, des noms reviennent, toujours le même. Ibrahim Traoré, lui, ne parle jamais par accident. Quand il évoque des discussions avec Lomé, il prépare le terrain. Quand il se tait ensuite, le cadre est déjà posé. Ce transfert n'est pas une fin, et c'est une bascule. Quand l'exil cesse d'être une protection, le silence cesse d'être neutre. À partir de maintenant, une question s'impose à toute l'Afrique de l'Ouest. Dieu, si l'ancien peut être livré, qui est encore réellement intouchable ? Mais surtout, qu'est-ce que cela rend désormais possible ? Ce qui trouble, ce n'est pas l'extradition, c'est le motif choisi. Le Burkina Faso parle de sécurité, le Togo parle d'économie, deux récits. Une seule décision. Dans le communiqué togolais, aucun mot n'est laissé au hasard, pas de déstabilisation, pas de terrorisme, pas de tentative de coup d'État, seulement l'argent. Toujours l'argent, détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment, recel aggravé. Ce choix n'est pas technique, il est politique. Accuser un homme de sécurité, c'est ouvrir un champ de guerre narrative. Accuser un homme d'argent, c'est fermer le débat. L'économie permet l'extradition sans explosion régionale, elle évite l'accusation d'asile bafoué, elle protège le Togo d'un soupçon de celui d'avoir hébergé un centre de complot. Ce n'est pas une omission, c'est une architecture, car chacun le sait, dans les crises africaines contemporaines. L'argent est la matière première de la déstabilisation. Quand les armes circulent, l'argent a déjà circulé. Quand les réseaux s'activent, les fonds ont déjà été déplacés. Ainsi, parler d'économie, c'est parler de sécurité sans le dire, mais cette dissociation crée une fissure, une zone grise. Et si les crimes sont économiques, quand ont-ils été commis ? 3S avant l'exil, 3S, ou depuis Lomé, 3S. Et si c'est depuis Lomé qui regardait ailleurs, et dans le 3S, le silence du Togo sur ce point n'est pas un aveu, c'est une protection stratégique. À l'inverse, le Burkina Faso maintient la pression sécuritaire. Trahison, complot, menaces internes, deux narrations parallèles qui convergent vers un même résultat. De six troupes d'Amiba doit répondre ici et maintenant, et ce n'est plus une question de culpabilité, c'est une question de signal quand un ancien président peut être rattrapé par des accusations financières. L'exil cesse d'être un refuge politique, il devient un sas temporaire. Et une fois que cette logique est acceptée, une autre règle s'installe. Ce n'est plus la chute du pouvoir qui protège, c'est l'alignement avec le nouveau centre de gravité. La question n'est donc plus Damiba est-il coupable ? 3, la vraie question est qui sera le prochain à comprendre trop tard que le jeu a changé. 3, la décision togolaise n'a pas seulement livré un homme, elle a déplacé une frontière invisible. Pendant des décennies, l'exil a fonctionné comme une soupape, on en perd le pouvoir, on traverse la frontière, on disparaît du jeu. Ce modèle vient d'être fissuré.
quand Lomé valide l'extradition, ce n'est pas pour plaire, c'est pour se protéger, car héberger Damiba, ce n'était plus accueillir un ancien dirigeant, c'était absorber le risque qu'il représentait. Oh quoi, chaque rumeur de déstabilisation, chaque accusation venue de Ouagadougou se rapprochait dangereusement du sol togolais. À force d'accumulation, le coup change de nature. Ce qui était humanitaire devient stratégique. Ce qui était tolérable devient dangereux. Ibrahim Traoré l'a compris très tôt. Il n'a jamais présenté Damiba comme un simple adversaire politique. Il l'a installé lentement dans la catégorie du risque systémique. Pas un homme, un facteur. Et quand un facteur devient incontrôlable, on ne le combat pas frontalement, on l'isole, on le coupe de ses leviers et on le rapatrie dans un cadre où il ne peut plus agir. L'extradition est ce cadre. Et c'est là que le récit économique prend toute sa puissance. L'argent n'est pas une accusation secondaire, c'est le fil qui permet de remonter tout le tissu. Sans financement, pas de réseau, sans réseau, pas de préparation, sans préparation, pas de coût. Ainsi, même sans prononcer le mot déstabilisation, le mécanisme est déjà posé. Mais cette stratégie ouvre un autre front, un front plus dangereux. Si les crimes sont requalifiables, alors les garanties deviennent fragiles. Le Togo a obtenu l'assurance d'un procès équitable et l'absence de peine de mort. Mais une fois Damiba sur le sol burkinabé, le cadre narratif n'appartient plus à Lomé. La justice peut évoluer, les qualifications peuvent changer, les pressions peuvent s'intensifier. Et là, une ligne critique apparaît. Jusqu'où un État peut-il garantir ce qu'un autre État fera demain ? 3S. Ce n'est plus une affaire de Damiba, c'est un test de souveraineté régionale. Quand la sécurité devient prioritaire, le droit devient conditionnel. Quand la stabilité est en jeu, les engagements deviennent flexibles. Et si cette logique s'installe, alors une nouvelle normalité émerge. Il y en a la fin de l'exil politique comme espace neutre. La vraie question n'est plus juridique, elle est structurelle. L'Afrique de l'Ouest est-elle en train de fermer la porte à ses propres échappatoires? 3 ans à partir de ce moment, le dossier Damiba cesse d'être individuel. Il devient un précédent opérationnel. Ce que Lomé a accepté, d'autres capitales l'observent. Pas avec indignation, avec calcul, car une règle implicite vient d'être reformulée. En 2 ans, l'exil n'est toléré que tant qu'il est inoffensif. Dès qu'il devient actif, dès qu'il pèse sur l'équilibre interne d'un autre État, il perd sa neutralité. Ce glissement est fondamental. Il signifie que la solidarité régionale ne protège plus les anciens, elle protège les systèmes en place. Ibrahim Traoré n'a jamais demandé une arrestation spectaculaire. Il a demandé une coopération conforme aux règles, des procédures, des garanties, du temps. Ce temps n'a pas été perdu, il a servi à accumuler, à documenter, à rendre la demande incontestable. Ce n'est pas une vengeance post-coup d'État, c'est une consolidation post-transition. Et plus le temps passe, moins le nom compte. Ce qui compte, c'est la fonction. Damiba n'est plus l'ancien président. Il devient la variable résiduelle d'une instabilité persistante. Dans ce type de configuration, l'État ne cherche pas la vérité absolue, il cherche la réduction du risque. Or, le risque, ici, n'est pas seulement judiciaire, il est narratif. Si Damiba reste libre à l'étranger, chaque attaque, chaque rumeur, chaque mouvement armé pourra être relié à son ombre. S'il est détenu, le récit se fige, mais ce verrouillage a un prix. Il installe une logique où la sécurité justifie la flexibilité juridique, où la prévention supplante la preuve, où l'intention pèse autant que l'acte. Et une fois ce seuil franchi, il devient très difficile de revenir en arrière, car d'autres situations suivront, d'autres exilés, d'autres accusations, d'autres pressions bilatérales. Ce n'est plus une exception, c'est un modèle en gestation. La question n'est donc pas 2. Le Togo avait-il le choix? 3. La vraie question est 2. Quand ce mécanisme se retournera, qui pourra encore s'en exclure? Non, 3S, car une fois qu'un État accepte de livrer pour préserver la stabilité, il accepte aussi
implicitement que ses propres exilés puissent un jour être réclamés. Le précédent est posé. Et les précédents ne demandent jamais la permission avant de se reproduire. C'est ici que la pression maximale apparaît, pas dans l'arrestation, pas dans l'extradition, tant assez, mais dans ce qui devient acceptable après, quand un ancien chef d'État est livré sur la base d'accusations économiques, une équation silencieuse s'installe, l'argent devient la clé universelle, la justification passe partout, car l'économie a un avantage décisif, en deux, c'est qu'elle est partout. Elle traverse les régimes, elle survit aux transitions. À partir de ce moment, tout passé politique peut être relu, tout budget peut être rouvert, toute décision peut être requalifiée. Ce n'est pas une dérive, c'est une reconfiguration du pouvoir et Ibrahim Traoré n'a pas besoin de transformer Damiba en symbole. Il lui suffit de le normaliser, de le ramener au rang de justiciable. Quand l'ancien président devient un dossier, le mythe disparaît. Mais ce mécanisme produit un effet secondaire majeur. Le 2, il redéfinit la peur. Avant, la peur était de perdre le pouvoir. Aujourd'hui, la peur est de survivre politiquement à sa perte. L'exil n'offre plus l'oubli. Il offre l'attente. Et cette attente est lourde. Car tant que Damiba est détenu, une incertitude plane sur toute l'architecture régionale. Que se passe-t-il si les charges économiques se transforment? Troisième, que se passe-t-il si la narration sécuritaire reprend le dessus? Troisième, que se passe-t-il si la qualification de haute trahison s'impose? Troisième, le Togo a reçu des garanties, mais les garanties ne gouvernent pas les crises. Les rapports de force, oui, et une fois qu'un homme est physiquement présent, le cadre juridique devient malléable. C'est là que le dossier Damiba dépasse l'Afrique de l'Ouest. Il envoie un message aux élites militaires et politiques du continent. Il dit ceci. 2. La chute n'est plus un événement, c'est un processus long, silencieux, juridiquement construit. Il y a ce qui est en jeu. Ce n'est pas la culpabilité individuelle, c'est la fin de l'immunité post-pouvoir. Et cette fin crée 3 futurs possibles. Premier futur, 2, le modèle est accepté, les États coopèrent, les exilés deviennent des dossiers transfrontaliers, la stabilité augmente. Mais la peur aussi. Deuxième futur, 2, le modèle est contesté. Les extraditions deviennent politiques, la confiance régionale s'effrite, les alliances se durcissent. Troisième futur, 2, le silence s'installe, personne ne parle, tout le monde observe et chacun prépare ses propres garanties. Dans les 3 cas, une chose est acquise, le retour à l'ancien ordre est impossible. Damiba n'est plus le centre, il est le déclencheur et ce déclencheur oblige chaque régime à se poser une question inconfortable. 2, si je tombe demain, qui décidera de ce que je deviens? 3. À ce stade, le silence devient une stratégie, pas une absence de réponse, une suspension volontaire. Depuis l'extradition, Ouagadougou parle peu, et quand un pouvoir parle peu, c'est rarement par manque de matière. Ibrahim Traoré n'a plus besoin de marteler l'accusation. Le corps est là. Le temps joue pour lui, car le temps, dans ce type de dossier, est une arme lente. Il épuise les soutiens, il dilue l'attention internationale, il transforme l'exception en routine. Pendant que l'opinion débat, l'appareil s'organise, les qualifications peuvent évoluer, les chefs d'accusation peuvent s'empiler, les récits peuvent être réordonnés. Ce n'est pas une dérive judiciaire, c'est une gestion de trajectoire. Une fois qu'un homme est absorbé par le système, il cesse d'avoir une temporalité politique, il entre dans une temporalité administrative et cette transition est irréversible. Mais cette méthode expose aussi le pouvoir en place des diamants car elle crée une attente mesurable. Si Damiba est présenté comme la source d'une instabilité passée, alors son absence devra produire un effet visible. Moins de tentatives de coup, moins de rumeurs, moins de menaces internes. Sinon, une autre question surgira. De quoi, si ce n'était pas lui, alors qui? 3. Et cette question est dangereuse, car elle oblige le pouvoir à déplacer la responsabilité, à admettre que l'instabilité n'est pas toujours importée, qu'elle peut être structurelle.
endogène. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré commence à s'effacer du récit, non par faiblesse, mais par méthode. Plus le système se présente comme autosuffisant, moins il dépend d'un visage, ce dossier sert alors à autre chose. De Bediam tester la capacité de l'État à absorber ses propres crises sans externaliser la faute. Si le test réussit, le modèle s'impose. Diamtsa, si le test échoue, le précédent se retourne contre ses créateurs. Car une fois que la logique de prévention est acceptée, elle ne distingue plus les camps. Aujourd'hui, Damiba est l'objet. Demain, il pourrait devenir la référence. Et dans les systèmes politiques fragiles, les références sont toujours recyclées. La question n'est donc plus de que va devenir Damiba. 3S, la question est de qu'est-ce que ce dossier autorise désormais que personne n'osait assumer auparavant. 3 gants, à force d'accumulation, une vérité inconfortable émerge. Ce dossier ne parle pas de justice, il parle de discipline politique. L'extradition de Damiba n'est pas un message adressé au passé, c'est un avertissement tourné vers l'avenir. Elle dit aux élites militaires, 2, la sortie n'est plus garantie. Elle dit aux anciens présidents, 2, le silence ne suffit plus. Elle dit aux exilés, 2, la frontière n'est plus une protection, seulement un délai. Dans cette configuration, le pouvoir ne cherche pas l'adhésion, il cherche la prévisibilité. Un acteur prévisible est contrôlable. Un acteur imprévisible devient une menace. C'est pour cela que le récit économique est central. L'argent laisse des traces. Les traces construisent des dossiers. Les dossiers enferment. Mais cette mécanique produit une tension profonde, car plus l'État renforce sa capacité de contrôle, plus il réduit ses marges d'erreur. Chaque promesse devient vérifiable, chaque garantie devient testable, chaque engagement devient une dette politique. Le Togo a garanti l'absence de peine capitale. Cette garantie n'est pas juridique, elle est symbolique. Si elle est respectée, le mécanisme régional gagne en crédibilité. Si elle est contournée, la coopération future s'effondre. Et là, une autre ligne de fracture apparaît. Les peuples ne jugeront pas sur les textes, ils jugeront sur les conséquences. Si la stabilité ne s'améliore pas, si la sécurité ne progresse pas, si les crises persistent, alors ce dossier cessera d'être défendable. Car on ne peut pas invoquer la prévention éternellement sans résultat visible. À ce stade, Damiba n'est presque plus un acteur, il est un instrument de validation. Soit le système prouve qu'il sait neutraliser les risques sans sombrer dans l'arbitraire. Soit il révèle que le problème dépasse les individus et touche les structures même du pouvoir. Dans les deux cas, le débat est déjà déplacé. Il ne porte plus sur l'extradition, il porte sur le type d'Afrique de l'Ouest qui est en train de se construire. Une région où l'ordre prime sur l'exception, ou une région où l'exception devient la règle. Et cette fois, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. À la fin, il ne reste ni un homme, ni un procès, il reste un choix collectif. L'extradition de Damiba n'a pas fermé une crise, elle a ouvert une ère. Bien une ère où l'exil n'est plus une sortie honorable, une ère où la chute n'efface plus les comptes, une ère où le pouvoir s'étend au-delà de son mandat. Ce qui est en train de se jouer dépasse le Burkina Faso, dépasse le Togo, dépasse même les acteurs visibles. C'est une redéfinition silencieuse de la règle du jeu. Si ce modèle est accepté, alors la stabilité primera sur la protection politique. Les anciens dirigeants deviendront des dossiers dormants, activables à tout moment. Si ce modèle est rejeté, alors l'exil redeviendra un espace de manœuvre, mais au prix d'une défiance régionale accrue et d'une instabilité chronique. Si le silence continue, la normalisation s'installera sans débat. Comme toujours, aucune de ces options n'est gratuite. Chacune a un coût, chacune produit ses propres victimes. La vraie question n'est donc pas morale, elle est stratégique. Quel type de souveraineté voulons-nous construire 3S, une souveraineté qui protège les systèmes ou une souveraineté qui protège les individus?
Trois S, car à force de vouloir neutraliser les risques, on finit parfois par neutraliser les garanties. Et quand les garanties disparaissent, le pouvoir devient efficace, ça mais aussi vulnérable. Ce dossier restera, il sera cité, oui, il sera imité ou combattu, mais il ne sera jamais oublié. Oui, tiens,